Prendre même les armes. On savait ce qu'était un 22 long rifle, on savait ce qu'était un Hamas, on savait ce qu'était une mitraillette. On en était arrivé là, quoi. C'est-à-dire que, je dis souvent, on est dans un pays en paix et nous, on vivait en guerre. La marche est un collectif, c'est une épopée, c'est un engagement. En France, ces dernières années, les crimes et délits racistes, xénophobes ou anti-religieux ont augmenté. Ce sont encore des chiffres du ministère de l'Intérieur. La marche a été une prise de conscience politique, un moyen de fédérer, d'offrir un symbole à ces jeunes. Mais d'autres drames se poursuivent. Thomas, en 1990, à Vaux-en-Velin, percuté par une voiture de police. Sa mort enclenche des scènes de révolte dans son quartier, le Mas du Taureau. Ibrahim, en 1995, à Marseille, tué par un colleur d'affiches du Front National. Zied Ebouna, en 2005, à Clichy-sous-Bois, mort dans un transformateur électrique après une course-poursuite avec la police. 3 semaines de révolte en France que les médias surnomment les émeutes des banlieues. Adama, en 2016, dans une caserne de gendarmerie dans le Val d'Oise. Le comité Vérité et Justice pour Adama va d'ailleurs porter en France le mouvement Black Lives Matter. Souel, en 2021, à Marseille, touché en plein thorax. Ce sont des vies fracassées, des jeunes parfois roués de coups gratuitement, comme l'affaire Maria ou Eddy à Marseille, qui ont marqué l'opinion publique, le crâne détruit. Nous ne pourrons être exhaustifs ce soir. Les violences policières sont de plus en plus dénoncées. Farid Laoua en parlait. Il y a eu une prise de conscience en France au moment du mouvement des Gilets jaunes. Dès novembre 2018, les Français sortent dans la rue, manifestent contre la hausse du niveau de vie. Un journaliste enquête, David Dufresne, notamment pour Mediapart. En quelques mois, dès le mouvement des Gilets jaunes, il recense près de 1000 signalements de personnes blessées par la police. Des dizaines de personnes éborgnées, mutilées, 4 morts. Du côté du ministère de l'Intérieur, on parle de 2500 manifestants blessés, plus de 2000 policiers et gendarmes blessés également. Le bilan pour notre démocratie est lourd. C'est un véritable point de bascule. Le maintien de l'ordre à la française est décrié depuis des années. Les interpellations abusives, les contrôles au faciès, l'usage disproportionné de la force avec ces armes comme les lanceurs de balles de défense qui mutilent, qui tuent parfois, le manque de formation des policiers. En 2022, 38 personnes sont mortes suite à une mission de police. Ce sont des chiffres que je sors de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Parmi ces 38 morts, 13 ont été tués dans un véhicule en mouvement. En 2023, le cas de Naël fera partie de ces statistiques. De son côté, la police réclame plus de formation, moins de surcharge de travail. Les forces de l'ordre se défendent en parlant de la radicalisation des manifestants, de l'escalade de la violence envers leurs agents. Les gouvernements successifs, sous pression de certains syndicats de police, se refusent encore à prononcer le mot même de violence policière. Une réforme profonde de la police est attendue. En ce qui concerne le discours extrémiste, il a évolué. Le contexte social n'est plus le même qu'en 1973. On assiste à un glissement, une haine dirigée à l'encontre de populations immigrées ou considérées immigrées vers une haine à l'encontre de la communauté dite musulmane, en oubliant qu'on parle de citoyens français. En France, ces dernières années, les crimes et délits racistes,
xénophobes ou anti-religieux ont augmenté. Ce sont encore des chiffres du ministère de l'Intérieur. Il semblerait que l'histoire bégaye. La marche pour l'égalité et contre le racisme n'est ni la première ni la dernière des marches pacifiques, non violentes, pour dénoncer ces violences-là. La marche de 1983 est vue comme la matrice, la mère des marches non violentes. Elle a été analysée d'ailleurs par le docteur en sciences politiques Fouad Nasri. Il a travaillé sur les mobilisations des descendants de l'immigration et je vous invite à nous rejoindre. Merci Fouad Nasri. Bonsoir Fouad Nasri, vous êtes donc docteur en sciences politiques, chercheur associé au centre Max Weber, un laboratoire de sociologie. La marche de 1983 devient rapidement une référence qui s'inscrit dans les mouvements non violents. Que va-t-il se passer ensuite? Expliquez-nous. Eh bien, en 1983, en raison du succès médiatique, politique et symbolique de la marche, différents acteurs vont reprendre, se réapproprier ce mode d'action qui n'était absolument pas évident, notamment avec des marches qui vont avoir lieu en 1984, donc avec la marche qu'on appellera Convergence 84. Et qu'on va voir à l'écran, il me semble. C'est une photo également de Pierre Ciotte, le photographe, à mobilette. Oui. Donc là, en fait, c'est vraiment une réappropriation de la marche avec une... donc, en 1984, la différence, c'est que les marcheurs ne sont plus des marcheurs, ce sont des rouleurs en mobilette qui vont partir de 5 différentes parties de la France avec des cortèges qui vont être composés de différentes communautés immigrées, avec pour but initialement d'organiser un carnaval interculturel à l'arrivée à Paris le 1er décembre 1984. Cette dimension interculturelle va être remise en cause, notamment par le discours de Farida Belrou, l'initiatrice de Convergence 84, avec son fameux discours Lettre aux convaincus. À l'arrivée donc de Convergence 84. En 1985, on va avoir cette fois 2 marches qui vont être 2 marches concurrentes, avec d'un côté la marche pour les droits civiques, qui est une marche organisée par des associations de descendants d'immigrés, qui reprend également ce modèle de la marche protestataire, et également en 1985 la marche organisée par SOS Racisme qui va arriver à Paris le 7 décembre 1985 avec déjà à l'époque l'organisation d'un concert géant. Et si la marche pour les droits civiques a peu de succès, la marche d'SOS Racisme va rencontrer un grand succès. En tout cas, l'affluence au concert géant du 7 décembre 1985 à l'arrivée va être particulièrement importante, avec environ entre 25 et 80 000 personnes. Alors, le discours militant parle aussi d'une récupération de cette marche. Expliquez-nous un peu. Alors, il y a tout un discours autour de la question de la récupération de la marche de 1983 par SOS Racisme qui renvoie plus précisément au fait que, eh bien, toute la visibilité et tout le capital politique de cette marche va être, accaparé par SOS Racisme. Cette possibilité de reprendre à soi, de reprendre pour soi le capital politique de la marche de 1983 est due aux faiblesses également et aux divisions du mouvement des descendants d'immigrés, qui est un mouvement fragile, porté par des jeunes gens d'une vingtaine d'années, qui n'ont pas nécessairement, comme Farid, comme vous l'avez dit tous les deux, qui n'avaient pas d'expérience politique. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient, sur le devant de la scène avec des enjeux qui les dépassaient complètement et qui n'avaient pas... Pour tous, certains avaient une formation politique, militante, mais qui n'avaient pas conscience de tous les enjeux, en fait, face auxquels ils se trouvaient. Donc ça, c'était un élément particulièrement important, et d'autant plus que SOS Racisme va devenir l'élément dominant sur la scène de l'antiracisme en France, avec ses ressources, avec ses contacts dans les médias, avec l'organisation de concerts géants, qui était déjà un mode d'action qui était mobilisé en Angleterre avec les concerts de la fin des années 70. Et SOS Racisme va devenir d'une certaine manière le champion de l'antiracisme, l'élément le plus important sur la scène politique et médiatique. C'est de ce point de vue-là qu'on parle souvent de récupération de la marche par SOS Racisme.
Fouad Nasri, vous avez aussi beaucoup travaillé sur Zahma banlieue. Je crois que c'est Hanifa qui en parlait tout à l'heure, ou Farine. Un collectif de jeunes, surtout des femmes qui ont grandi dans des cités de transit, dans des banlieues. Quel a été leur rôle dans ces marches de protestation et de façon plus générale, le rôle des femmes dans ces marches? Alors, Zahma, c'est un mouvement plutôt groupusculaire qui naît à la fin des années 70 dans le quartier de la Croix-Rousse, en fait, qui est le produit de la rencontre entre 4 jeunes femmes d'origine algérienne, pas nécessairement de Lyon, qui se rencontrent et qui vont évoluer dans les lieux culturels, politiques et militants de la Croix-Rousse. Les radios libres, le monde des radios libres, les concerts, le théâtre militant. Et elles vont progressivement constituer un collectif et se rassembler des différentes banlieues de l'Est lyonnais, en agrégeant des jeunes filles, des jeunes femmes et des jeunes hommes, donc de la banlieue. Et progressivement, elles vont organiser déjà d'une part des concerts gratuits avec carte de séjour entre 1981 et 1982. Des concerts de rock. Voilà, de rock, qui étaient vraiment en gros les premières scènes de carte de séjour. Hein. Elles ont aussi un rapport particulièrement proche avec Rachid Taha. Et progressivement, elles vont se mobiliser contre les crimes racistes. Parce qu'en gros, en 82, fin 82, il y a des crimes racistes donc, dans la banlieue lyonnaise, à Bron et à Vaux-en-Velin, et elles vont participer à la mobilisation en se rapprochant des comités, des collectifs constitués par les familles. Et elles vont essayer de suivre les avancées des dossiers. Donc c'est tout ce que vous disiez sur la question des dossiers, c'est-à-dire se retrouver déjà dans un contexte compliqué avec une augmentation des crimes racistes, avec la difficulté de faire advenir sa voix, dans la mesure où, dans ce type de situation, il y a toujours une présomption de crédibilité, soit de la parole de la police, soit de la parole du meurtrier, qui est souvent en fait quelqu'un qu'on peut considérer comme étant normal, entre guillemets, du point de vue social. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'antécédents et de rapports, qui ne fait pas partie, entre guillemets, de la clientèle de la police. Et donc c'est très compliqué à ce moment-là de pouvoir en faire entendre sa voix. Et c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à Zahma. Zahma était opposée à la marche de 1983. Elle considérait que la marche était cornaquée par Delorme et Costil. Le curé et le pasteur qui ont aidé ces jeunes. Parce qu'en fait, elle leur reprochait d'avoir mis dans la tête, entre guillemets, des jeunes marcheurs le concept de non-violence auquel elles ne croyaient pas. Mais par contre, elles n'ont pas pris de position politique et publique contre la marche. Elles considéraient qu'en fait c'était leurs amis et qu'il ne fallait pas en gros remettre en cause la marche, même si elles, en fait, Zahma, le collectif Zahma, ne voulait pas participer à la marche. Certains de ses membres d'ailleurs se sont retrouvés donc à l'arrivée à Paris. Hein. Le souvenir de cette marche affaiblit les années suivantes, après 1985, jusqu'aux commémorations des 30 ans. Il y a eu un film aussi, La Marche, avec Jamel Debbouze, peut-être que vous l'avez vu, qui a rebraqué le projecteur, en tout cas dans la culture populaire, sur cette histoire. On s'est rendu compte que la nouvelle génération ne connaissait pas l'histoire de la marche. Qu'est-ce que ça révèle ? Alors la marche, effectivement, c'est une histoire qui est peu ou pas connue. Même si... Alors, la commémoration de 2013, c'est ce qu'on appelle une commémoration de masse. Vraiment, on a un nombre important d'expositions, de documentaires. Farid a fait une exposition, de documentaires, d'événements organisés autour de la marche, avec aussi une implication de l'État, qui, à hauteur de 400 000 euros, je crois, qui avait financé donc, des initiatives pour la commémoration des 30 ans. Une grande partie d'ailleurs avait été allouée à l'association de Pascal Blanchard, la CHAC, ce qui fait qu'il reste un peu moins pour les autres. Mais et effectivement, il y a eu ce film également, avec toute la communication qu'il y a eu autour du film, qui n'a pas bien marché d'ailleurs, il faut le dire. Tout un ensemble de livres qui sont parus par des anciens marcheurs. Bref, il y avait une sorte de marché d'opportunités pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir donner en fait une visibilité plus importante à la marche. Après, sur les effets de la commémoration, alors beaucoup considèrent que c'est une commémoration qui a eu peu d'effets, mais moi finalement, je ne serais pas tant d'accord avec cette idée-là, notamment dans la mesure où
ça a été une occasion pour beaucoup de jeunes qui ont été soit ramenés par leurs profs de lycée, soit parce qu'ils en ont parlé, d'entendre parler de ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les discours militants qu'on entend après 2013, notamment au moment de la marche de la dignité, pour la dignité organisée par le collectif MAFED en 2015, moi j'avais été sur place et j'avais été assez marqué par le fait que des jeunes gens de 19-20 ans qui étaient présents parlaient de la marche, considéraient la marche comme une référence, expliquant que voilà, SOS Racisme avait fait une OPA sur la marche, ainsi de suite. Mais il y avait cette idée qu'en gros c'était connu, enfin, en tout cas pour ceux qui sont un peu plus militants ou conscientisés ou intéressés à la question, ça devient un élément important, une référence. C'est en train de devenir une référence, enfin, à mon sens. On l'a évoqué tout à l'heure, le discours a évolué envers les héritiers d'immigration en France, surtout après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. L'islamophobie s'est répandue dans le discours politique extrême et se focalise sur le port de signes religieux. Est-ce que vous, Fouad Nasri, docteur en sciences politiques, vous avez vu une évolution des marches protestataires par rapport à l'évolution de ce discours? Qu'est-ce qui change? En fait, ce qui est vraiment marquant, c'est la fin des années 80. La fin des années 80 marque un tournant parce que c'est un moment où on a la conjonction de plusieurs éléments qui vont avoir pour effet un début de critique de l'antiracisme. Non pas seulement, qui va viser à la fois SOS Racisme, hein, c'est tout le discours autour de la remise en cause du droit à la différence, ce genre de choses, mais plus largement avec les effets du contexte international, la première intifada, la guerre du Golfe, l'affaire Salman Rushdie, plus des événements en France avec Creil en 1989, il va y avoir une sorte de déplacement avec un discours qui va déjà, donc l'antiracisme va reculer en tant que thème au profit d'autres thèmes comme entre guillemets la gestion des flux migratoires. Il va y avoir également un déplacement du centre de gravité de la vie politique vers des thèmes plus axés sur la droite, et il va y avoir également tout ce discours autour de l'intégration, tout ce discours autour du modèle français d'intégration qui va donner lieu à l'émergence, ou en tout cas à la montée en puissance de tout un courant national républicain qui va insister sur la laïcité. C'est les débuts où on va parler de laïcité dans une perspective non pas qui ne concerne pas les acteurs institutionnels, mais qui s'applique aux citoyens. Et donc, depuis ce moment-là, il y a en fait une montée en puissance de ce discours-là qui fait que ça génère un changement profond dans le contexte, dans le contexte dans lequel les mobilisations peuvent émerger. Si au début des années 80, on est dans ce qu'on appelle un moment extraordinaire, moi j'appelle ça un moment extraordinaire dans la mesure où vous avez la conjonction entre une attention de l'État. Parce qu'en fait, à partir de 81, vous avez tout un ensemble d'acteurs qui viennent de l'autogestion, des chrétiens de gauche et autres, qui vont se retrouver dans l'appareil d'État. Ce qui va permettre donc de financer tout un ensemble d'initiatives, de journaux. Il y a une presse associative, notamment sur le soutien à l'immigré, qui est extrêmement forte. Vous avez des mensuels à la CIMAD, à la FASTI, au MAN, au MRAP. Bref, il y a tout un ensemble de lieux, d'occasions, de sites où ces mobilisations, ces revendications peuvent se développer. Et vous avez également une attitude plutôt bienveillante de l'État qui va se traduire par l'octroi de subventions, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est à un moment où on est davantage dans des formes de répression des formes de mobilisation dans les quartiers populaires, hein, qui peut être à travers des discours politiques ou alors par des procédés beaucoup plus insidieux. Hein. C'est ce que montre Julien Talpin, notamment dans un bouquin qui s'appelait « Démobiliser les quartiers populaires », où il va y avoir tout un ensemble de procédures, de formes de cooptation, de formes de répression qui vont culminer avec la loi séparatisme en 2021, qui va en gros quelque part conditionner l'octroi de subventions à, entre guillemets, la signature d'un pacte, je ne sais plus exactement les termes, mais en tout cas, qui va complètement limiter la possibilité de ces acteurs d'agir, parce qu'en fait, ils vont rentrer en concurrence avec un discours de plus en plus fort, porté par les acteurs étatiques, qui va concourir à la répression, en tout cas à la limitation des possibilités d'action, et d'un discours, j'allais dire, critique sur l'action de l'État et de ses institutions, police, justice.
Je vous remercie, Fouad Nasri. Je vous propose qu'on continue pendant le débat. Merci beaucoup. Hanifa, que vous avez entendu au début, n'aime pas beaucoup les réunions d'anciens combattants. Il faut continuer à lutter contre les discriminations sociales que ces jeunes vivent encore, considérés comme immigrés, parfois après plusieurs générations en France, pour le droit au logement, pour le droit à l'éducation, à l'intégration. Cette année, pour la première fois, la coordination nationale des 40 ans de la marche va être reçue en mairie à Marseille, une reconnaissance très attendue. Tout l'enjeu maintenant est de transmettre cette mémoire aux générations futures et pour eux, de faire en sorte que la lutte contre les discriminations raciales devienne une grande cause nationale. Il y a quelques jours, fin septembre, 2 mois après la mort de Nahel, des milliers de personnes ont défilé en France. Un autre type de marche, une grande marche unitaire pour les libertés publiques, contre le racisme systémique, contre les violences policières. Alors, on peut se demander combien de marches faudra-t-il encore ?